Salut à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Donc je me trouve aujourd'hui à Caen avec Valentin. Valentin, salut. Salut. Donc je me retrouve aujourd'hui à Caen, vous savez peut-être ou pas, c'est pour ce petit tour de France que je vous ai préparé où je vais interviewer différents jeunes investisseurs comme Valentin qui va se présenter juste après. Donc aujourd'hui on a Valentin avec nous. Je pense que tu vas te présenter directement Valentin, c'est dans histoire que les gens savent qui tu es. Donc, écoutez, moi c'est Valentin. J'habite à Caen, j'ai commencé par, un peu comme Raphaël, par 4 années de médecine. Ouais. J'ai vu que ça me plaisait pas, donc je me suis réorienté plutôt vers entrepreneuriat, investissement. J'ai commencé par un business en ligne avec de l'affiliation et ensuite j'ai créé un peu mon propre site avec ma communauté. J'ai sorti un produit d'information et un livre. Ouais. Et ensuite, donc, je me suis intéressé à l'investissement, à d'autres business en ligne. Et j'ai commencé à rencontrer Raphaël par rapport à notre business en commun qui est sur la première année de médecine, donc la PACES. On en parlera un petit peu plus en détail après pour vous. Est-ce que tu peux nous dire ton âge? Tu nous as pas dit. Oui, donc ça peut intéresser les gens, je pense. J'ai 25 ans et donc je suis né en 90. Voilà. Ouais, donc 25 ans, tu as déjà fait plein de choses. Les gens doivent se dire waouh, tout ce que tu nous as dit là, c'est déjà pas mal de choses. Avant, pourquoi tu as décidé d'aller en médecine? C'est vrai qu'on a finalement le même parcours. C'est vrai que quand j'ai rencontré Valentin, je me suis dit, on s'est dit ça au téléphone. C'est un peu le clone, quoi. Ouais, c'est le clone, c'est le même. Vous allez vite comprendre pourquoi. Dis-nous pourquoi tu as fait médecine déjà. Eh ben, au départ, c'était un peu familial parce que mon père est médecin et il n'avait pas réussi, lui, la première année du premier coup. Donc, je l'ai vu un peu, je sais pas, comme une sorte de challenge familial. Pour le faire passer. Ouais, voilà, j'aimais quand même bien le milieu médical. Je pense que par rapport au mode de vie que ça peut apporter, je trouvais ça intéressant aussi. J'avais fait déjà des stages à l'hôpital. Ça te plaisait, quoi? Ouais, ça me plaisait et j'ai vu le côté challenge. Donc je me suis lancé, j'ai réussi ma première année du premier coup, donc comme toi. Ouais. Et après, c'est un peu le syndrome de l'engrenage, quoi. Tu mets le doigt dedans et donc après t'es pris, tu réussis la première année. Donc t'as pas envie d'arrêter tout de suite, tu te dis je continue. Ce serait dommage, quoi. Ouais, ce serait dommage. Parce qu'en médecine, donc souvent ce qu'on dit le plus dur, c'est vraiment la première année. Donc, alors que c'est pas très vrai, franchement, quand tu regardes. On est d'accord. Et après, donc j'ai continué, deuxième, troisième. Là, j'ai pris une année sabbatique pour faire un peu le point. Je me suis reconvaincu d'y retourner, donc j'ai fait la 4e année. Et là, quand je suis arrivé vraiment dans les stages à l'hôpital, les gardes, etc., j'ai réalisé que ça me plaisait pas du tout. Ça pété un plomb, tu te dis c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, il faut que je trouve un truc plus cool, qui me correspond plus et donc je me suis réorienté vers le business. Mais du coup, est-ce que vraiment t'aimes pas le milieu médical ou c'est plutôt au fond de toi cette fibre entrepreneuriale qui disait non, je préfère plutôt faire ça plutôt qu'être à l'hôpital? Plutôt... J'ai rien contre le milieu médical, je veux dire, je respecte, il y a les... Ouais, c'est très bien. C'est bien, c'est des gens qui donnent leur temps, qui donnent leur énergie. Et comme je disais, j'ai des membres de ma famille qui sont dans le milieu médical, mais moi j'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale, même si on repart dans des anecdotes quand j'étais petit, etc. Ça m'a toujours marqué. Et finalement, je l'avais mise un peu de côté parce que j'étais aveuglé par ce chemin un peu tracé, quoi. Du coup, tu as quoi comme anecdote? Une fois que les gens sont curieux de savoir qu'est-ce que tu faisais quand tu étais petit pour faire du cash. Et par exemple, quand j'étais, je sais pas, je devais avoir 7-8 ans, on était justement en Normandie, là, à Saint-Thomas-sur-Mer, pour ceux qui connaissent. Et premier business, je commence à ramasser des coquillages sur la plage et tout pendant l'été. Et avec un pote, on monte un stand sur la digue avec vraiment le stand cheap de chez cheap, hyper ghetto, une feuille de papier, des petits cercles avec les coquillages, les prix, les gens qui passaient, qui ont acheté des coquillages. Ça marchait? Il n'y a que notre famille qui en a acheté. Pour vous faire plaisir. Première erreur d'entrepreneur, un mec me propose à la fin de la journée de me racheter tout le stock pour, je crois que c'était 16 francs à l'époque au lieu de 20 francs au prix unitaire et j'ai refusé. Ah ouais? Alors que finalement, t'aurais été largement gagnant. J'aurais dû, j'étais trop gagnant. Un peu d'orgueil. Ouais. Et du coup, donc tu as toujours eu cette fibre, ça a été quoi ton premier pas vers ce monde-là, ta première action concrète? Première action concrète, déjà il y a eu pas mal de pertes de temps, de galères, parce que tu sais au début, je sais pas, t'es passé par là aussi, je crois on en avait parlé, tu sais, tu cherches des informations, comment gagner de l'argent en ligne, tu sais, tu ouvres des mails, tu cliques sur des pubs, genre des trucs bizarres, des trucs à la con, voilà. Et ensuite la première expérience, je crois que c'était affiliation Amazon.
J'ai fait des trucs un peu, des sites un peu plus shady, donc je parlerai pas ici. Mais quand j'étais au lycée, mais après vraiment les trucs concrets, c'était affiliation Amazon. Amazon. Donc comment tu plaçais cette affiliation? Tu avais déjà un site à toi? Non, en fait, j'ai créé des sites par rapport à des mots-clés. Chercher des mots-clés sur des niches précises. AdWords, des petites niches, vraiment micro-niches où limite il n'y a qu'un produit. Et du coup, c'était facile de se classer rapidement. Et puis, donc ça a commencé à ramener du trafic en faisant des backlinks sur des forums, etc. Mais franchement, je ne recommande pas de faire ça parce que vous allez perdre beaucoup de temps et le retour sur investissement. C'est bien au tout début parce que ça ramène un peu de cash. Même des vidéos de review sur YouTube, j'ai fait. Ça, c'était plutôt pas mal. C'est bien au début, mais si vous voulez commencer, non, je ne recommanderais pas de refaire ça. Aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait le faire encore vraiment? Peut-être à une époque, tu faisais ça en quelle année, toi? Les premières, je sais pas, j'ai commencé peut-être il y a 5-6 ans. C'est vrai que ans. L'internet d'aujourd'hui n'est plus le même que celui d'il y a 6 ans aussi. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'il y a encore de la place, je veux dire. Si tu es sur Amazon.com par exemple et que tu veux faire une chaîne que dédiée aux reviews high-tech, pourquoi pas, tu vois, il y a peut-être matière. Il y a un mec qui fait ça et puis il pèse, vraiment. Il fait beaucoup de cash. Bah ouais, parce qu'il y a beaucoup de vues, il y a beaucoup de... Les commissions sont quand même importantes. Sur Amazon France, il y a peut-être une petite opportunité, c'est sur les livres. Si vous lisez beaucoup de bouquins, les commissions sont à 8%. Donc si vous voulez faire une espèce de chaîne YouTube qui donne des reviews sur des livres, pourquoi pas, tu vois. J'ai un mec qui fait ça, me semble, Olivier Roland. Ça peut être pas mal. Oui, bah exactement. C'est ça ce qu'il fait, Il a commencé là-dessus, Mais bon, du coup, ça reste petit, quoi. Ouais, c'est vrai que 8% sur un livre à 20 €. Bon, ça peut être plus que l'auteur, donc c'est quand même assez marrant. Surtout si c'est son premier livre et qu'il est édité. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que vu comme ça, en fait, t'as pas écrit le livre, mais tu gagnes quand même plus que lui. Ouais, voilà. C'est quand même incroyable. C'est quand même assez cool. Comme quoi, être auteur, c'est pas forcément le... Ouais, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et du coup, tu m'avais dit aussi que tu as investi dans l'immobilier en étant étudiant, toujours étudiant en médecine. Ouais. Dis-nous comment tu as fait, comment c'est possible? Alors, sur l'immobilier, en fait, je suis passé par un crédit étudiant. Donc, la première fois que je l'ai fait, j'avais signé un compromis, tout était OK et tout. C'était vraiment un petit montant. Et je voulais prendre un crédit étudiant, mais finalement, c'est pile au moment où je leur ai dit que j'ai arrêté mes études de médecine. Tu leur as dit, toi, là, donc? Ouais, je leur ai dit, j'ai préféré jouer l'honnêteté. Mais finalement, ça m'a plutôt desservi parce qu'ils ont dit, la raison pour laquelle on vous a un crédit étudiant, c'était notamment parce que vous étiez en médecine. Donc, ils m'ont refusé. Donc, j'ai dû annuler le crédit. Enfin, j'ai dû annuler le compromis. Ça posait pas de problème, du coup? Tu avais mis quoi dans le compromis? Tu avais une clause de... Parce que j'avais quand même regardé un petit peu avant les vidéos d'Olivier Seban, où je m'étais renseigné sur Internet. Et donc, j'avais fait en sorte qu'il y ait une clause suspensive par rapport au crédit. Donc, j'ai tout simplement eu une lettre de la banque et je l'ai amené à l'agent. Il a dit, ok, c'est pas grave. Donc, la banque t'a quand même fait une lettre de refus pour un prêt étudiant? Non, je leur ai demandé qu'ils le fassent pour un prêt immobilier. Elle était sympa, donc, la banque. J'étais en bon terme. Ouais, ils savaient. Donc, t'as été vraiment franc. Puis comme c'était eux la cause de l'annulation un peu du projet, ils ont été cool. Je leur ai dit, au moins, faites-moi une lettre disant que tu avais mis un séquestre déjà d'avance? Ouais, donc, il y avait 1000 €, je crois. Ça t'aurait fait chier de les perdre? Ouais, plutôt. Surtout que c'était un petit montant, donc 1000 €. Ouais, donc du coup, c'était un peu chiant. Donc ça, c'était mon premier échec. Et je me suis pas arrêté là. Il a fallu que j'attende 2 ans jusqu'à cet été pour renouveler un peu l'expérience. Et donc là, j'avais déjà fait un emprunt de 40 000 € auprès de ma banque. C'était donc pas cet été, mais celui d'avant. Quel titre? Été 2014. Parce que, en fait, c'est un peu bête, mais je regardais un reportage sur les millionnaires dans le monde, etc. Et il disait qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient déjà beaucoup d'argent qui ont profité en fait de l'après-crise, genre année 2009, 2010, quand les taux directeurs ont commencé à baisser, pour emprunter en masse, avoir de l'argent pas cher et l'investir. Donc moi je me suis dit, mais c'est vrai, les taux sont pas chers actuellement, finalement je ferais bien de prendre de l'argent, finalement de récupérer de l'argent pour pas cher au final. Même si tu n'allais pas t'en servir. Même si j'allais pas m'en servir. Et donc, j'ai fait un crédit étudiant de 40 000 € à 1,90. En effet, Et donc, j'ai dit à mon banquier que voilà, c'était pour mes études, etc. Et je l'ai placé directement sur une assurance vie à 3,5. Donc, direct. Donc, la différence. Un arbitrage, en gros, de taux, quoi. C'était plutôt une bonne idée. Aujourd'hui, il est encore sur cette assurance vie. J'en ai la moitié qui est encore sur l'assurance vie.
Et donc je continue à générer des intérêts et donc complètement passif. Ouais, c'est pas un choix bête finalement parce que le taux est tellement bas que Bah ouais, tu c'est fais super rien, mais cool. ça le travaille quand même, quoi. Bah c'est clair. Et donc après, au mois de juin, j'ai commencé à me dire ouais, ce serait cool que j'achète un appart. Ouais. Donc j'ai commencé à regarder, etc. Je localise quelques offres intéressantes, je fais mes calculs, je regarde par rapport à la rentabilité, etc. Et donc là, j'avais déjà ce cash disponible, donc il a fallu que je le retire quand même de l'assurance vie. Ouais, d'accord. Donc je vais quand même payer un peu de Ouais, t'as fait un retrait de partiel. charge. Ouais, voilà. Mais c'est simple, ça s'est fait en 15 jours à peu près, parce que je suis chez C'est rapide. Fortunéo. Ok. Ouais, c'est assez simple. Et puis, donc là, je pouvais financer le bien directement avec cet argent, quoi, sans prendre de crédit. Donc juste avec le prêt étudiant finalement. Ouais, plus, disons qu'il aurait suffi, mais j'avais un peu d'argent que j'avais mis de côté par rapport un petit apport. Ouais. Donc du coup, ça t'a amené à une opération de combien de milliers d'euros, ça? Donc l'appartement il était affiché, il me semble, à 36 000. Ouais. Ou 30, non, il était à 37 000. Ouais. J'ai proposé 30 000. Belle négo. Ouais, mais direct, parce que voilà, de toute façon, il y en avait plusieurs qui m'intéressaient, donc c'était pas forcément C'est quoi, celui-là. ça fait du moins 20%, ça presque quand même. Bah ouais, presque, ouais. j'ai préféré Pas être mal. un peu agressif. Ah, t'as raison. Et l'agent m'a dit non, ça passera pas. Il a bien appuyé le dossier quand même. Le vendeur a reproposé 35 000. Ouais. J'ai dit moi, j'irai jusqu'à 33 000, pas plus. Et il a accepté. 33 millions, quand même, Ouais. c'est sympa. Ouais, ça fait quand même moins 4 000. Ça m'a payé même plus que les frais de notaire. Donc c'est cool. Ouais, c'est tout offert. Ouais. Là-dessus, on rajoute 3 500. On va arrondir 3 500. Ouais. Ça fait 36 500 en gros. Donc 3500 de frais de notaire. Ouais. Ok. Ouais. Ça, tu le combien aujourd'hui? Ça, c'est loué 330 charges comprises. Donc là, on va prendre le chiffre par rapport à la mensualité que tu aurais par rapport au prêt étudiant, ça serait un peu donné, mais si on partait sur un crédit classique immobilier de 20 ans, aujourd'hui, ça te ferait une mensualité à rembourser de combien auprès de la banque? Ça ferait environ 200 €. Si on a fait une petite simu tout à l'heure. Ouais. On a regardé, c'était avec ça. 220, 0,36 de 202, je crois, un truc comme ça, ouais. Ouais, ça faisait en gros 200 € de mensualité par an. Ouais. Sans apport, donc. Ouais, sans apport. Financement complet, frais de notaire, on comptait. Donc ouais, frais de notaire 130%. inclus, quoi. Ouais. Et tu loues ça combien aujourd'hui? Et donc c'est loué 330. 330, c'est un peu light. Ce serait un peu du bénévolat. Grave. Donc c'est loué 330 avec 80 € Ouais, c'est ça. 80 € de charge. De commission, enfin de provision pour charge. Donc 330 plus 30. 330 plus 80. Non, c'est 330 charges comprises. D'accord. Dont 80 € de provision ok. pour charge. Donc tu as du cash flow. Positif. Donc ouais. Donc, c'est cool. Donc ça qui est marrant, c'est qu'en fait, on a tous les deux investi encore avec un prêt étudiant dans de l'immobilier. Donc ça, c'est une autre coïncidence qui est entre nous. Et, enfin, vous allez voir que c'est même pas encore fini en fait. Parce que donc voilà, tu as fait un achat immobilier, ça tourne, c'est cool. Mais en fait, comment c'est connu concrètement? Enfin, je te laisse raconter l'histoire, c'est par rapport à nos sites internet. Ouais. Je te laisse raconter, mais on est encore sur la même niche, quoi. Ouais. Donc non, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de similarités. Ouais. En gros, donc, on a tous les deux fait médecine, donc on a tous les deux eu l'idée de créer un livre de conseils, même si, genre, moi j'ai arrêté les études de médecine, et toi c'est plus ou moins en voie. Ouais. Enfin, c'est à voir, quoi. Ouais, plutôt. Et donc, du coup, on a tous les deux eu l'idée de faire un livre de conseils pour réussir la première année de médecine. Donc, moi j'avais un site depuis 2012, je crois. Non, le premier, je l'ai créé en 2011. Sur la PACES? Ouais. C'était un blog, Blogspot, donc pas terrible. J'avais même pas acheté le nom. Encore en ligne, je crois. Ouais, il est encore en ligne. Ouais, c'était un peu genre un des premiers. Bah déjà, Blogspot, quand tu vois ça, tu te dis le mec. Oui, ça fait amateur. Franchement, je conseille pas quand vous créez un site, payer un nom de domaine sur Namecheap, ça coûte rien. C'est la base. Ouais, voilà, ça vaut le coup, quoi. Donc j'avais créé ça, ensuite j'ai créé une version un peu plus professionnelle qui s'appelle passerlapaces.fr. Et donc après j'ai lancé mon livre et puis je faisais un peu de veille pour voir s'il y avait des nouveaux acteurs sur le marché et tout. Et là je vois Raphaël avec Club Médecine
Quel enfoiré, c'est qui lui? J'étais prêt à mettre mes hackers pour qu'il... Ah, l'enfoiré, c'était ça le bug alors. Ouais, c'est ça, c'était ça le bug pour qu'il coupe le site. Ah putain. Et là, je vois qu'il avait une page de vente avec genre du social proof, des témoignages, une vidéo et tout. Vraiment une page de vente plutôt pas mal, tu vois, pour un livre. Ouais, des éléments de marketing quoi. Ouais, et donc je me suis dit, bah tiens, je vais le contacter sur le ton de l'humour. Genre, ouais, t'as repris des éléments sur ma page de vente et tout. C'était cet été, je crois. Ouais, c'était cet été. Je crois que c'était même en avril. Oui, et genre, tu m'as répondu que 3-4 mois après. Toi aussi, tu m'as répondu 3-4 mois et après aussi. Après, j'ai répondu. T'as refait la même. Et c'est comme ça qu'on s'est appelé, puis on a vu qu'on avait pas mal de points communs. Donc, c'est vrai qu'on était choqués de voir que sur la même lignée, on était pareil. Ouais. Et du coup, ouais, donc ça, c'est un business. Toi, la seule différence, c'est que tu es axé sur un livre physique, contrairement à moi, je suis sur un livre numérique. Donc je pense que le processus, il est intéressant pour toi. Est-ce que tu peux le détailler? Comment tu vends ton livre? Est-ce que tu es chez toi tous les jours derrière ton bureau à faire les colis, à noter à la main l'adresse postale, l'envoyer? Et gérer? Comment tu fais? C'est au XXe siècle qu'on faisait ça. C'est chiant ça. Ouais, c'est chiant. C'est chiant. En gros, si vous écrivez un livre, que vous éditez un livre, il y a un truc qui est super et que vous avez un minimum de ventes par mois et par an. Je pense qu'à partir de 20, même 15 ventes par mois, c'est intéressant. C'est de créer un compte sur Amazon, expédié par Amazon. Donc faut mieux prendre un compte premium parce que, ça coûte 40 € par mois, mais finalement c'est vite rentabilisé. Qu'est-ce qui t'apporte ce compte premium? Eh ben, ça baisse les commissions, il y a plus de possibilités, je crois, au niveau de la customisation, etc. Un SAV perso plus rapide, des choses comme ça. Ouais, je me rappelle plus en détail, vous pouvez voir sur le site d'Amazon, mais globalement, il vaut mieux prendre le compte premium, quoi. Au pire, vous pouvez tester avec le compte gratuit et ensuite changer. Et donc, vous faites imprimer vos livres. Par un imprimeur. Moi, il y en a un que je trouve très bien, c'est Firmin Didot. Ouais. Donc ils ont des super prix. Donc en fait ça c'est qui? C'est un imprimeur indépendant que tu contactes? Ouais, qu'on contacte. Rien à voir avec Amazon? Non, rien à voir. Parce qu'en fait une autre solution qui existe, c'est l'impression à la demande, donc par exemple avec CreateSpace. Directement un service fourni par Amazon? Qui est une filiale du groupe Amazon. Donc en fait c'est un peu, je trouve, une fausse bonne idée parce que ok, on n'a pas de stock et ça demande pas d'investissement au début, mais ils prennent beaucoup d'argent sur la vente des livres. Et finalement, on perd beaucoup de profit, quoi. C'est attirant sur les conditions, mais c'est attirant sur l'idée, c'est attirant parce qu'on se dit ouais, il n'y a pas de stock, etc. C'est cool. Mais dès que tu commences à vendre un peu, finalement, tu te dis mais j'aurais carrément dû acheter 100 unités au début pour faire un test, ça m'aurait pas coûté très cher et puis garder plus de profit, quoi. Donc voilà, vous passez par un imprimeur et vous faites imprimer un peu de stock. Ensuite, vous le faites envoyer chez Amazon. Juste pour les impressions de livres, ça te revient combien du coup en livre? Il fait combien de pages ton livre? Moi, il fait 240 pages. T'as de la couleur dedans? Non. Sans couleur? Alors, c'était un choix parce que ça baisse les coûts. Ouais, normal. T'as une pochette quand même cartonnée, t'as quoi? Donc il est en dos carré collé, donc c'est pas relié, quoi. C'est un livre. Je vois ce que c'est. Je l'ai pas ici, mais. Ouais, dommage, ouais. C'est les livres simples avec la couverture brillante. Le classique en fait. Ouais, voilà, le livre classique. Le livre broché, enfin comment on appelle ça, pas broché mais avec la colle derrière. Ouais, c'est ça, dos carré collé, ouais. C'est en format c'est A5. Ouais, si, c'est format A5. D'ailleurs, faites un format A5 dès le début parce que moi j'avais en fait petite astuce quand j'avais créé mon livre. Donc j'ai commencé par CreateSpace en impression à la demande et j'ai fait en format US, donc c'était en pouces. Ouais. Et ensuite quand j'ai voulu le remettre en A5, la différence n'était pas énorme, mais j'ai dû modifier mon fichier Word pour que les marges ça colle. J'ai dû redessiner toute ma cover. Ça fait et du taf pour pas grand chose. Ça fait du taf pour rien, alors que j'aurais dû faire en A5 direct parce que c'est plus universel. Donc partez sur du A5. Donc du coup ça t'est revenu à combien? Et alors là j'en ai commandé donc 240 pages, couverture normale, finition brillante. Couverture couleur quand même? Ouais, couverture multicolore. Et ça revient à un peu moins de 3 € le livre, mais il faut savoir que cher. Il faut savoir que plus vous commandez de volume, plus ça baisse le prix. Par exemple, si je commandais vraiment beaucoup de volume, il y a moyen que le livre il revienne à moins de 1 € pièce. C'est incroyable de se dire 1 € pièce pour un livre de 240 pages. Ouais, c'est fou. Avec
couleur, enfin, je veux dire couverture, couleur, etc. compris, et quoi, après, il est vendu 20 €, quoi. Il y a Voire des marges plus. quand même. C'est ça quand je dis que les éditeurs font quand même des belles marges en fait. Ils Parce que font des belles marges. les prix qu'ils doivent avoir, ça doit être insolent. Ah bah oui, sur du... quand tu vois des livres qui sont écoulés à des centaines de milliers d'exemplaires, l'impression, le prix du papier, c'est rien, c'est entre 50 centimes et 1 euro. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte de ça, je pense. Enfin, beaucoup de gens. Non, on ne se rend pas compte. Donc, ouais. Commencez avec 100 exemplaires, vous allez payer peut-être, je sais pas, 3,50, 4 € le livre. Vous le faites envoyer chez Amazon et là, ils vont étiqueter vos ouvrages pour les mettre en stock. Et donc ça, c'est obligatoire. Et qui envoie à Amazon? C'est toi qui reçois tous les livres chez toi et t'envoies. Il y a deux options. Soit tu fais livrer d'abord chez toi. Ouais. Et ensuite, tu renvoies avec UPS, qui est un partenaire d'Amazon. Donc, tout est expliqué sur... Donc, UPS vient chercher directement les livres, en fait. Ils viennent chercher chez toi les colis. Donc, ça, c'est top. Mais moi, j'aime pas trop. Tu vois, j'aime bien... Comme je viens un peu du business digital, j'aime pas recevoir des trucs chez moi et les renvoyer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté l'imprimeur et je leur ai dit, est-ce que ça vous pose pas de problème que moi, je vous envoie par mail les étiquettes d'impression de UPS, vous les mettez sur mes colis et UPS vient les chercher directement dans votre usine. Ça évite de perdre du temps pour rien. Comme ça, je perds pas de temps. Eux, ça fait partie du service client. Ils étaient contents de le faire et puis voilà. C'est cool, tout le monde est content. Tout le monde est content, quoi. Du coup, Amazon prend tes livres, les étiquettes. Amazon prend mes livres, les étiquettes, les met en stock. Dans mon compte Seller Central, je vois mes unités en stock, je suis mes ventes. Il y a même les taux de conversion. Et c'est vachement mieux que CreateSpace en fait. Et du coup, tu as une commande. Le mec achète ton livre sur Amazon, donc tu es référencé sur Amazon, il achète. Et derrière, il y a toutes les petites mains d'Amazon qui font le taf pour toi. Tout est géré. Donc moi, je fais que envoyer du stock et recevoir les paiements. En fait, ce qui m'a dit, c'est que tu as des salariés chez Amazon qui travaillent pour toi, mais tu ne les payes pas en fait. Enfin, ça, c'est un effet de levier de malade, quoi. Grave. Et tu as des commissions sur paiement d'Amazon, ça se passe comment? Qu'est-ce que tu payes vraiment en fait? Alors en fait, Amazon, ils vont prendre 15% de commission sur les ventes. Et ensuite, ce qui est pas mal. Ça comprend les frais de transaction plus la commission Amazon. Ouais. Donc c'est pas énorme. Sachant que généralement, quand on fait par exemple par PayPal ou par Gumroad, on a vite 5% déjà. Donc il y a ça. Et ensuite, ils prennent des frais donc de gestion de commande. Donc c'est-à-dire emballer le livre, l'envoyer, mettre le coût du timbre, etc. Et ça, généralement, ça dépend du poids du livre, mais quelques euros, quoi. Ouais, c'est un forfait, en fait. Ça dépend du poids. Et si tu as un retour client, le SAV, c'est du Amazon qui gère aussi? Ouais, ils gèrent ça ton versement, en fait. En fait, s'ils reçoivent, ça dépend, il y a plusieurs cas. Si c'est parce que eux ils ont abîmé le livre ou quoi, on est remboursé. T'es payé? Voilà, je suis payé. Si c'est parce que le livre ne plaît pas, ou je sais pas quel que soit le problème, s'il est abîmé, ils vont le détruire et voilà, ils vont récupérer l'argent. Globalement c'est ça, mais j'ai jamais eu le problème. Donc, ça se passe bien. Ouais, ça se passe bien. Quand tu vends un livre intéressant, les gens le rendent pas. Généralement ça va. C'est cool. Donc ton livre est intéressant. Donc. Pour l'instant, j'ai des bons retours. Mais le tien aussi, je l'ai lu. Ouais, c'est vrai. Il est cool. C'est cool. Très cool. Et du coup, comment ça se passe si tu n'as plus assez de stock? Admettons que tu n'as plus de stock. Tu peux paramétrer des alertes pour vraiment faire le moins de travail possible. Tu paramètres des alertes. Par exemple, à 50 exemplaires, ils vont vous envoyer un mail. Dire il faudrait renvoyer du stock. Là tu repasses commande, tu renvoies les étiquettes, puis renvoies en stock, quoi. Ok, donc c'est nickel, c'est automatisé. Et un autre point juste que je voulais rajouter, pourquoi c'est mieux aussi de passer par expédier par Amazon que CreateSpace, c'est que CreateSpace, premièrement, vous êtes payé à 45 jours fin de mois. C'est-à-dire que vous faites une vente aujourd'hui, où on va fin décembre et après 45 jours. Donc au niveau cash flow, c'est pas terrible. Et deuxièmement, on a beaucoup moins de contrôle sur les listings. Le listing, en fait, c'est la page Amazon, c'est la page de vente. Donc, c'est plus compliqué de modifier le titre, de modifier les mots-clés, de modifier la description, les images, etc. Sur CreateSpace. Sur CreateSpace, c'est beaucoup. Alors que sur Seller Central, donc la plateforme expédiée par Amazon, c'est intuitif, c'est facile, etc. Troisième problème, c'est que... au niveau du cash flow, pour comparer, donc CreateSpace 45 jours fin de mois. J'allais te demander Amazon. Amazon, paiement tous les 15 jours. Donc
admettons, c'est paiement le 15, vous faites une vente le 14, vous serez payé le 15. Ouais. Donc c'est énorme, la différence est énorme. Ouais. Bah, t'as plus de cash qui rentre plus rapidement, donc ça ouais, pas. c'est ça qui est intéressant, surtout au début, quoi. Et du coup, tu le vends combien ce livre? Donc moi, mon livre, il est en vente 29 €. Il est vendu 29 €. Et donc, si tu enlèves toutes les charges que tu as, impression, commission Amazon, tu arrives à un bénéfice net de... On arrive à 19 et quelques. Donc, comme si on reprend la voire comparaison. 18. Ouais, 18, entre 18,90 et 19,50, je veux pas dire de conneries. Ouais, à peu près, ouais. Mais ça reste énorme, quoi. C'est énorme. Si on compare, comme tout à l'heure, on disait, un auteur qui publie dans une maison d'édition, il prendra combien par livre? 1 €, Allez, 2 €? 2 €. Franchement, 2 € premier livre, petit tirage et tout, ouais, 2 €. Ce qui est incroyable, c'est que tu as auto-édité ton livre, en fait. Ouais. Tu arrives quand même à avoir un format physique papier. Et grâce à la puissance d'Amazon, Bah ouais. bah, tu touches des commissions de malade. Bah ouais, c'est clair. quand même dingue. Tu multiplies par 10 tes revenus par rapport à si tu te faisais éditer. Après, petit truc, c'est que, ok, comme ça, on en parle et tout, ça paraît facile. Ouais. Mais premièrement, il a fallu faire relire le livre. Moi, j'ai eu de la chance, j'avais un contact qui est une tante de ma copine, qui travaillait pour un magazine, donc qui était habituée à faire de la relecture de manuscrits. Et tu nous parles de ça, mais c'est quelque chose d'obligatoire ou Bah, tu as voulu le faire de manière consciencieuse? Moi, j'ai voulu le faire pour sortir un bon produit. Ouais, d'accord. Parce qu'elle m'a quand même corrigé pas mal de fautes. Je fais pas trop de fautes d'orthographe, mais tu sais, des petites fautes de frappe ou des fautes d'accent. Des coquilles. J'ai un gros souci avec les accents circonflexes, donc Cool, elle m'en a retrouvé pas mal. Ouais. Donc il y a eu ça. Et deuxièmement, c'est que moi, je maîtrise un peu Photoshop. Ouais. Donc j'ai pu faire le design de ma couverture moi-même. T'as géré ça, ouais. D'ailleurs, j'avais outsourcé le design sur Fiverr. Ouais. Et c'était un peu de la merde en fait, mais je l'ai quand même sorti. La couverture était verte et ça donne vraiment pas terrible une fois que c'est imprimé. Ouais. Bon, j'en ai quand même vendu plusieurs centaines comme ça. Et là, cet été, j'ai décidé de refaire le design en fait complètement pour que. Et t'as senti une différence dans tes ventes ou pas? Bah, encore trop frais? Ouais, si, je dirais qu'il fait plus pro. Et puis, j'ai eu aussi un contrat avec un distributeur, donc pour mon livre soit en librairie. Ça, c'est top. Ça, c'est super. Et je voulais pas lancer la version verte en librairie, ça faisait pas terrible. Ouais, quoi. tu penses? Donc j'ai passé 2 jours, j'ai redesigné la cover et tout. J'aurais pu le faire, mais finalement, je suis assez content du résultat. Je suis pas non plus un expert sur Photoshop, mais ça suffit pour ce que je voulais faire. Quoi. Donc ça, c'est un autre de tes business qui tourne. Ça tourne un peu, ouais. Ça tourne un peu tout seul, ouais. J'envoie des mails de temps en temps pour histoire d'entretenir un peu la liste, créer de la relation avec la liste, etc. Histoire de dire. C'est important quand même. Ouais, c'est vrai, c'est important. Faut entretenir. Faut la garder chaude, comme on dit. Ouais. Puis les gens te perçoivent différemment si tu leur envoies souvent des conseils ou si tu envoies que des mails de promotion. C'est quand même. Après, c'est vrai, comme on a parlé un petit peu ensemble, c'est vrai que sur ce genre de niche, c'est pas très évident dans le sens où on touche des étudiants qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. D'un point de vue business, c'est pas forcément top. C'est souvent les parents qui payent. Ouais. Et un public qui se renouvelle chaque année aussi, parce qu'une fois qu'on a passé le concours, c'est fini. Donc même si on a une liste qui grossit, bah, finalement la liste elle est vite inutilisable. Bah oui, un peu périmé quoi. Ouais, c'est ça, périmé. C'est pas le but d'une liste, donc c'est vrai que c'est pas forcément la niche la plus évidente, comme on disait. Bah, à la base, je pense que tu as eu cette réflexion aussi, c'est que tu t'es dit des étudiants, ça se renouvelle tous les ans, je vais vendre plus de livres sur le long terme. C'est aussi un des avantages, c'est que voilà. Tous les ans, tu as des nouvelles promotions, ils ont toujours besoin du livre, donc tu refais des ventes avec un gros pic pendant les mois d'été. C'est ça. Mais après, c'est vrai qu'au niveau plus internet marketing, gestion de la mailing list, c'est pas évident quoi. C'est pas le mieux, ouais. Puis même, t'as pas grand chose à leur vendre d'autre que ton livre. Ouais, c'est ça. Créer des produits, c'est très vite limité. Ouais. Je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Toi, t'as essayé un espacement, t'as essayé des produits dérivés. On a vu t'as vu que ça accrochait pas de ouf. Non, c'est vrai. Et puis même au niveau des conseils qu'on peut donner, ça reste qu'une année de passesse, on a vite fait le tour. Ouais, on fait vite le tour. D'ailleurs, tu parlais de l'espace membre. J'ai fait une petite expérience qui s'est révélée. C'est un semi-échec. J'ai quand même eu des inscrits, mais pas autant que je voulais. Ça pourrait être mieux. Ça pourrait être mieux, quoi. Ouais. Mais faire des offres en abonnement mensuel, quand c'est pas des... Les gens sont assez réticents. Donc, je vais finir ma formation parce qu'elle est en cours. Mais une fois que je l'aurai terminée, je vais la mettre en paiement one shot, ce qu'on appelle one shot, donc en un seul paiement, et pas faire un abonnement mensuel, quoi, parce que
C'est vrai que les étudiants, c'est toujours Il y a pareil. beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, quoi. Bah déjà, ouais, on n'aime pas avoir des trucs récurrents et puis les étudiants, ils galèrent un peu, quoi. Bah ouais, c'est clair, c'est pas hyper cher, c'est 10 euros par mois, mais bon, le fait de pas savoir combien de mois on va le garder, etc., il n'y a pas une visibilité à long terme, quoi. Je sais pas. Bon, au moins, t'as essayé. J'ai essayé, c'était sympa. Personne n'avait essayé. Donc, Non. J'ai créé mon premier produit vidéo, audio, donc ça, c'est toujours de l'expérience, c'est bon à prendre. Ça se prend. De toute façon, on avait dit que finalement, cette expérience du site sur la médecine, c'était beaucoup d'expérience. Des résultats financiers quand même, certes, mais bien plus d'expérience que financier, je pense. Ouais, c'est clair. C'était une bonne expérience. Ça servira pour autre chose. Clairement, tout ce qu'on a appris de marketing, on va en s'applique parler partout au final. Ça s'applique partout, une fois qu'on connaît ces principes, puis qu'à les appliquer. Clairement. Et justement, on va rebondir sur autre chose que tu as fait là, pour finir là-dessus. Donc maintenant, tu fais de l'affiliation Amazon toujours. Pas d'affiliation vraiment. De la vente sur Amazon. De la vente plutôt. Je te laisse nous expliquer vraiment ce que tu fais plus en détail. Eh ben, c'est bien justement qu'on ait parlé avant de expédier par Amazon parce que globalement, c'est la même chose mais avec des produits que... Donc globalement, j'ai créé 2 marques dans 2 domaines différents. Et donc je fais produire des produits donc, dans des usines à l'étranger, donc en Chine pour être exact. Chine. Ok. Du coup, ça a coupé, on est désolé pour ça. Donc on disait que tu avais lancé ton 3e business de la vente sur Amazon. Est-ce que du coup tu peux nous redire donc on avait dit que tu crées des produits, des marques dans le fameux pays de la Chine. Oui, voilà. En fait, donc j'ai créé des marques. En gros, pour être transparent, il y a une marque d'accessoires de smartphone, une marque d'accessoires pour la cuisine, d'instruments de cuisine, etc. Et donc j'ai trouvé des suppliers en Chine, enfin des suppliers, c'est des fournisseurs qui fabriquent des produits. Donc je les ai contactés, j'ai dit voilà, moi je voudrais tel produit, est-ce que c'est possible, est-ce que vous pouvez le personnaliser avec ma marque, mon packaging, etc. Donc ils te vendent des trucs neutres en fait et toi tu dis je vais mettre ça dessus. Ouais, voilà, ou bien les personnaliser, les changer un peu par rapport à ce que eux font. Mais eux, c'est eux qui te le font ça ou c'est pas des simples fournisseurs? Bah c'est disons que des fournisseurs, ils fabriquent déjà certains produits et tu peux leur dire bah moi je voudrais à peu près le même mais un petit peu différent, quoi. Ils peuvent te le faire ça. Et ça ils le font, ouais. Ils sont ravis de bosser avec toi. En fait, c'est à eux que tu achètes Ah oui, d'accord, tu achètes en gros volume à eux. Tu leur dis, je veux ça exactement comme modèle. Ils te le fabriquent pour toi et tu leur achètes. Voilà. Mais tu les trouves comment, ces mecs-là? Tu peux les trouver sur Google ou sinon, la meilleure ressource, c'est alibaba.com. Ah, les fameux Alibaba. Donc ça, c'est pas justement fameuse Chine, fameuse Alibaba. Ouais. C'est pas juste un magasin, ça? Je crois que c'était un magasin pour acheter, non? Eh ben, il y a AliExpress, je crois, qui s'intéresse plus aux particuliers. Moi, j'ai jamais utilisé, vraiment pour les professionnels, c'est alibaba.com. D'accord. Donc là, ça répertorie mais des dizaines de milliers de fournisseurs tout ce que tu veux, tout faire fabriquer. Ouais. Et donc, il suffit de contacter. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils travaillent avec des MOQ, donc des quantités de commandes minimum très faibles. C'est-à-dire, justement, j'ai te demandé... Ça commence à 50 unités. 50, ils peuvent te l'expédier, te la customiser? Ouais. Et ils gagnent de l'argent en faisant ça? 50 unités? Ah bah oui, bah tu vas les payer plus cher, mais à l'unité. Pour toi, c'est intéressant? Bah après, tout dépend combien tu veux les vendre, mais est-ce que ça peut être intéressant quand même? À 50 unités, ça peut commencer. Ça peut quand même l'être. Tu vas pas faire un max de marge, mais tu vas tester le marché à moindre coût et voir si ça te plaît, si c'est un business qui t'intéresse finalement. Mais même pour faire venir la marchandise de Chine en France, comment ça se passe? Frais de livraison, douane, casse, c'est comme des gros volumes, ça passe pas dans un petit colis. Non, c'est clair. Il y a 2 options. Globalement, tu peux soit envoyer par la mer, soit par l'air. Enfin, par avion, quoi. Et ben, quand tu commences, moi j'ai commandé mon premier produit, j'ai commandé 100 exemplaires. C'était quoi? C'est un accessoire de cuisine, c'est un tapis de cuisson. Ah, c'est sexy ça. Ouais, c'est cool. Et en plus, pour en offrir à votre maman, à votre copine et tout, c'est parfait, quoi. Et donc j'ai commencé avec ça et j'en ai commandé donc 100. Ça, je sais pas, j'ai dû investir peut-être 700 €, tu vois, un truc comme ça. Ouais. Donc, je vais dire petit investissement, mais c'est relatif. Oui. Disons quand on commence, il y a quelques années, je me serais dit ouais 700 €, c'est sûr quand tu as quelques centaines ou milliers d'euros sur ton compte, c'est beaucoup. Je pense que beaucoup ne mettraient pas ça, qui nous regardent, se disent peut-être déjà c'est beaucoup pour commencer sans savoir. C'est clair.
Après, j'aurais pu commencer avec un produit un peu moins cher et en commander que 50. Ouais. Mais de toute façon, je vais vous dire un truc, ça va se vendre. Si votre produit, vous savez qu'il se vend déjà sur Amazon et que au pire, vous le vendrez à prix coûtant et vous allez récupérer votre argent. Mais il y a tellement de monde sur Amazon que ça va se vendre. Donc toi, ton tapis de cuisine, t'étais chaud, t'étais sûr que t'allais le vendre. Franchement, si j'avais été vraiment chaud, j'en aurais commandé 1000. C'est vrai? Parce que tu les as tous vendus? Parce que oui, j'ai tout vendu et j'en ai recommandé. C'est un produit qui marche. C'est un produit phare de ton catalogue. C'est un produit phare. Et du coup, mais comment? Enfin, tu dis que si ça se vend sur Amazon, tu sais que tu peux les vendre, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais justement, c'est que si on a déjà sur Amazon, il y a déjà des gros vendeurs. Comment tu fais la concurrence par rapport à eux? Comment tu te démarques? Après, il faut se différencier par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le listing, ton titre, tes images, est-ce qu'elles sont mieux que les autres, la description, est-ce que tu as beaucoup de reviews, pas beaucoup de reviews, est-ce que tu te classes bien par rapport aux mots-clés dans le moteur de recherche Amazon, etc. Ouais. En gros, tu me dis que tu fais du référencement dans Amazon. C'est un peu du référencement, mais dans Amazon. Okay. Mais après, il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Mais alors comme quoi, parce que par exemple tu dis que les reviews c'est important, certes on le sait tous sur tous les sites, c'est super important pour être bien classé, mais voilà, la grande question c'est au début j'ai pas de review, je connais par personne, comment je fais? Eh ben au début, tout simple, on a tous des amis, de la famille. Tu fais marcher le réseau. Globalement, voilà, personne ne réussit seul, donc tu fais marcher le réseau, tu t'offres des tapis de cuisson à tes cousines, à tes cousins, à tes amis. Et puis, en échange, ils testent le produit parce que c'est important de jouer l'honnêteté, la transparence. Ouais, c'est clair. Et puis après, ils donnent leur avis sur le produit, quoi. Donc c'est juste ça, c'est même pas une question de baisser les prix aussi peut-être pour être plus visible dans le moteur de recherche, les gens qui cherchent toujours moins cher peut-être que... Ouais, mais le problème si tu fais ça, c'est que tu risques de baisser un peu la valeur de ton produit finalement. Si tu le vends si tu casses trop les prix au début... les gens vont se dire c'est de la merde. Ils vont se dire c'est pas de la qualité, etc. Donc garder son prix plutôt haut pour garder du profit, etc., de la marge. Et plutôt offrir quelques unités au début, déjà vous ferez des heureux parmi vos proches. Et puis... c'est comme ça que tu te propulses. Ouais, tu te propulses comme ça. Après il y a d'autres techniques, etc. Mais on va pas rentrer dans les détails. Ça va faire une vidéo dédiée. Je veux dire, le business Amazon, c'est vraiment un business à part entière. Il y a énormément de choses à savoir. C'est simple dans le concept. Et même plutôt dans la mise en place, ça peut se faire assez rapidement. Mais après, si vous voulez vraiment maîtriser, faire des gros chiffres et tout, là, il y a de quoi aller dans le détail, vraiment, quoi. Mais ouais, c'est clair, il faudra faire une vidéo complète. Mais par exemple, rien qu'au niveau des stocks, comment tu fais? Parce que tu commandes 50, 100, 1000 unités, je sais pas, tu me parles de tapis de cuisine, ça reste assez très encombrant, mais fois 1000. Comment tu fais? Tu les stockes où? Tu les envoies comment? En fait, il y a deux options. Donc, soit vous êtes vendeur Amazon et vous expédiez le stock vous-même. En mode eBay, quoi. En mode, voilà. En fait, eBay, c'est l'ancienne de Amazon, un peu, quoi. C'était un peu le grand frère, quoi. Enfin, l'ancêtre. Sauf que maintenant, l'ancêtre, il se fait dépasser maintenant. Ouais, carrément. Et l'autre option, c'est expédier par Amazon. Et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment l'avenir parce que c'est là-dessus qu'ils investissent à mort et qu'ils encouragent les gens à utiliser, enfin, les vendeurs, ils les encouragent clairement à utiliser ça parce que quand tu fais expédier par Amazon, ils contrôlent tout, quoi. Tu as accès à des centaines de milliers, peut-être même des millions de gens qui sont Amazon Premium. Donc tu payes un abonnement à l'année, mais qui en échange ont la livraison gratuite en un jour, qui n'est pas possible si tu t'occupes toi-même d'envoyer les colis. Sans compter le temps que ça te libère, parce que dans un cas, tu as le stock chez toi, tu dois aller à la poste tous les jours, mettre les timbres, les enveloppes. Gérer le retour client, des trucs comme ça. Gérer les retours, mettre les adresses et tout. Enfin, c'est une logistique qui est chiante que moi, j'avais pas envie de faire. Dans l'autre cas, c'est Amazon qui fait toute la partie chiante, qui est la logistique, et vous gérez que le truc cool, c'est-à-dire le marketing et trouver les produits, etc. Ouais, il y a le côté amateur, je fais tout moi-même en mode comme ça, il y a le côté business où je délègue tout. En fait, c'est comme pour ton livre sur la PACES, sur la première année de médecine, c'est la même façon en fait. Ils ont tout le stock et ils envoient eux-mêmes. Enfin, c'est exactement pareil en fait. C'est le même process. Moi, au début, mon livre sur la PACES, j'avais commandé quelques exemplaires quand je faisais encore les ventes sur CreateSpace. J'avais commandé des exemplaires chez moi. Et je faisais quelques ventes via PayPal où je demandais l'adresse aux gens. En échange, je leur dédicaçais le livre, etc. C'était plus pour le folklore parce que bon, je suis pas un grand auteur. Donc, pour le délire. C'était pour le délire, voilà. Puis les gens étaient ils m'ont remercié, ils étaient contents.
Et j'envoyais moi-même par la poste, j'avais acheté des enveloppes à bulles au bon format et tout, mais bon, Tu t'es créé un travail, quoi. Voilà, tu te crées un travail et t'as autre chose à faire que d'aller poster tes livres, quoi. Oui, je pense que ton objectif, c'est clairement de grossir et tu peux pas faire ça toi-même au bout d'un moment. Oui, non. Même recruter des gens juste pour ça. Non, c'est pas intéressant. À partir du moment où tu peux le faire automatiser à moindre coût, il faut le faire, quoi. Ouais. C'est comme les outils. Si tu veux mettre en place un autorespondeur, soit tu as l'option d'écrire le mail tous les jours et de l'envoyer à chaque nouvel inscrit. C'est chaud là. Soit tu payes 10 ou 20 euros par mois et puis c'est fait automatiquement, quoi. On se rend pas compte Il y a un moment, il faut automatiser. Il faut investir, ouais. Donc du coup, tu nous as dit que tu nous vendais des outils pour la cuisine et pour smartphone. C'est quoi qui marche le mieux? Eh ben, il y a beaucoup de concurrence. Le problème, c'est que sur smartphone, les accessoires smartphone, il y a énormément de concurrence. Grave du monde. Ouais. Et il y a beaucoup de Chinois, donc des usines. Tu sais, ils ont compris le truc. Ils créent des listings eux-mêmes sur Amazon. Ils sont pas bêtes, quoi. Bah non. Eux, ils ont la source et ils vendent à la fin. Prix et je suis pas sûr c'est un peu le Far West Amazon quand même. Ah ouais? Donc je suis pas sûr que il soit tout à fait clair au niveau de la législation et de la fiscalité européenne. Je suis pas sûr que par exemple tu reverses la TVA. Ouais. Quand tu vois des articles qui sont vendus 1 euro frais de port gratuit. C'est ce que j'allais dire, comment tu peux être compétitif? Non, c'est impossible. Mort, quoi. Donc à mon avis, voilà, il y a clairement une concurrence déloyale par rapport au listing chinois. Ah bah par contre, ça se voit direct. Je veux dire, je sais pas, toi tu fais des achats aussi sur Amazon. Ouais. Quand tu fais une recherche, tu tombes sur un listing, tu vois que c'est dans un français approximatif. Souvent, les images, elles sont pourries. C'est grillé. Il n'y a pas de review, ça se voit que c'est un produit chinois. C'est grillé, ouais. En mode Alibaba ou AliExpress, ouais. Ouais. C'est pourri. Puis voilà, je veux dire, tu peux pas acheter un câble, par exemple, pour charger un iPhone à 1 euro et que ce soit de la qualité. Enfin, c'est pas possible. Ouais, c'est clair. Il y a un prix minimum des choses, quoi. Ouais. Donc voilà, et puis après, maintenant, je lance des nouveaux produits. Et puis, c'est quoi ton objectif? C'est de créer d'autres gammes Ouais, créer d'autres marques, agrandir les marques actuelles. Mm-hmm. Et puis après, le truc intéressant, c'est de se développer sur les autres marketplaces. Italienne, allemande. Parce que quand tu crées un compte vendeur Amazon, enfin expédié par Amazon, tu as direct accès à toutes les marketplaces européennes. Donc pour juste, en gros maintenant c'est 50 euros je crois, toute taxe comprise par mois pour avoir le compte. Tu peux vendre sur Allemagne, UK, France, Espagne, Italie. Ouais. Tu as accès à 5 marketplaces. C'est énorme. Pour 50 euros par mois. C'est millions de visiteurs uniques par jour. Et pour 50 euros. Quoi. Et tu dois te référencer sur chaque site indépendamment ou est-ce que le référencement sur un site, est-ce que tu vois ce que je veux dire? En gros, ouais, je vois ce que tu veux dire. En gros, tu peux créer tes listings une fois donc, sur ton marketplace d'origine. Ouais. Donc moi, c'était France. Et ensuite, synchroniser les offres sur les autres marketplaces. Donc Amazon, en gros, te les traduit vaguement. Mm-hmm. Mais le mieux, c'est de faire appel à des traducteurs et puis tu fais traduire tes listings et puis voilà, quoi. Puis en fonction de l'algorithme propre à chaque site, il te référence plus ou moins bien en fonction de tes commentaires, des choses comme ça. Exactement. Ok, moi c'est cool. C'est pas mal. Enfin, je veux dire, c'est quand même... Avant Amazon, c'était impossible pour une start-up de se lancer sur 5 pays différents. Aussi rapidement et aussi facilement, avec finalement très peu de budget initial. De toute façon, Amazon aujourd'hui, ça devient un monstre. Pour moi. Ils sont en train de tout casser. Je crois qu'ils ont battu récemment ils ont fait plus de ventes que le plus gros magasin en Angleterre. Comment il s'appelle Harrods, non, c'est ça? Harrods, ouais. C'est un magasin qui faisait énormément de ventes et ils les ont dépassés. C'est vrai. Enfin, il y a un chiffre comme ça qui est paru cet été. Je sais qu'ils vont faire plus de 100 milliards de ventes en 2015 et qu'ils réinvestissent tout. En fait, ils reversent quasiment rien aux actionnaires si ce n'est rien. Ouais. Je crois qu'ils font aucun bénéfice s'ils réinvestissent tout pour justement créer des nouveaux entrepôts, conquérir des nouveaux pays, etc. Développer le business et à la fin, leur objectif pour eux à long terme, c'est limite d'avoir leur propre transporteur pour plus dépendre du PS, etc. Ils feront tout livrer, il y aura des camions Amazon, ils auront peut-être même des drones pour livrer chez les gens. Il y a des projets comme ça, c'est incroyable. Monstrueux. Ils sont en train de tuer un petit peu certaines boutiques physiques. Je pense, ouais. Ils sont en train de tuer certains trucs, ça va révolutionner encore le mode de consommation, quoi. C'est clair. Après, je sais qu'en France, il y a beaucoup de gens qui sont
un peu réticents, surtout des libraires. L'industrie du livre Ouais, malheureusement. bénéficie d'un protectionnisme en France qui bien, pas bien, voilà, on n'est pas là pour juger. Ouais. Un peu l'exception culturelle française. Et les libraires, je sais que... Enfin, moi, j'ai l'expérience parce que mon livre va être en librairie. Ils voient plutôt Amazon comme un concurrent et Inquiétant, leur ennemi numéro un. C'est vrai que... En même temps, c'est tellement génial, ça fait partie de l'évolution. Je veux dire, à chaque fois qu'il y a eu des tournants technologiques, il y a eu des business qui sont apparus, périclités, qui sont... Bah, c'est comme Airbnb, Uber, je sais pas si on peut comparer tout ça à Amazon, mais c'est un petit peu le même délire. Ouais, si, t'as raison, ça remplace des métiers, ouais. Enfin bon, on n'est pas là pour débattre. Je pense qu'on a déjà fait une grosse vidéo de presque 3 quarts d'heure, je pense. C'est pas clair. trop. Mais juste pour dire, c'est que cette vague d'Amazon, elle est là. Plus qu'à surfer dessus. Pourquoi ne pas surfer dessus, quoi. En tout cas, c'est ton business. C'est ton objectif 2016, c'est ça que tu m'as dit? C'est mon objectif. Il y a un autre objectif dont voilà, je ne vais pas parler ici, mais superstitieux. Ça va être assez gros aussi. Mais je vais me concentrer. Disons qu'en digital, j'ai un autre objectif. En physique, uniquement Amazon en 2016. Ok. Donc tu es un homme à suivre, même si tu n'as malheureusement pas de site que je peux communiquer aux autres personnes. Non, c'est vrai que j'ai pas de blog ni rien, j'ai pas de formation, mais voilà. Rien du tout pour l'instant. En tout cas, si certains veulent peut-être te contacter, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, peut-être que on pourra faire des connexions si jamais il y a des trucs à faire. Avec plaisir. Et puis bah voilà, c'est la preuve qu'à un jeune âge, on peut faire déjà plein de trucs. Enfin, tu as fait des trucs déjà de ouf à ton âge, donc je pense que ça va motiver beaucoup de personnes. Et puis bah moi, je vous retrouve pour la prochaine vidéo dans une prochaine ville. Et puis bah Valentin, à une prochaine. Santé. Bonne route. Et puis, à une prochaine. Merci à toi. Ok. Allez, ciao. Salut. Au fait, n'hésitez pas à télécharger ci-dessous le petit livre que j'ai écrit et qui retrace comment j'ai pu acheter à 21 ans, sans salaire et en tant qu'étudiant, mon premier appartement pour le louer. Je vous dirai tout de A à Z, de la recherche du bien à la négociation, au financement, à la mise en place de locataires, gestion, travaux, etc. Il vous suffit juste pour cela de me laisser votre adresse email ci-dessous et je vous enverrai ça immédiatement. Je vous dis à très bientôt. Ciao.